Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui a pour thème la protection des données dans les études d'avocat. Donc, comme vous le savez, la nouvelle loi sur la protection des données a été adoptée par le Parlement fédéral le 25 septembre 2020. Donc, la question est de savoir comment les études d'avocat peuvent se conformer à ces nouvelles règles. Donc, nous avons notre panel d'intervenants, dont je remercie de leur présence aujourd'hui, qui vont donc traiter différents thèmes. Maître Pierre Bizowski, donc associé chez Borel et Barbet, va nous parler du registre des traitements. Maître Deborah Leishman, associé chez OA Legal, de la politique de confidentialité. Maître Philippe Fischer, associé chez Oberson Abels, de la requête d'information et droit d'accès aux données personnelles. Et le docteur Adrien Alberini, associé chez Sigma Legal, nous parlera des relations avec les sous-traitants et les autres prestataires de services. Donc, le format de ce webinaire, il sera fait en 2 temps. Donc, c'est-à-dire, il y aura 2 intervenants qui vont faire chacun 10 minutes leur présentation et il y aura la possibilité de poser des questions pendant 20 minutes aux intervenants. Et ensuite, les 2 autres intervenants feront leur partie avec également à la fin 20 minutes de questions pour leur partie. Il vous est possible de poser des questions via le Q&R de Zoom. Et également, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous exprimer pendant les 20 minutes de questions. Et si vous voulez ouvrir votre caméra, vous êtes le bienvenu. Même si on est en temps de Covid, ce serait quand même bien de pouvoir communiquer ensemble. Et puis, il faut savoir que ce webinaire sera enregistré. Donc, si quelqu'un a une opposition à cela, qu'il se manifeste. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Maître Pierre Bizowski pour sa partie. Bon webinaire à tous. Merci Fabien. Bonjour à tous. Je vais tenter de partager ma présentation. Que voici. Voilà, et en principe, vous devriez la voir en plein écran. Si ce n'est pas le cas, manifestez-vous. Donc, premier thème de ce webinaire, le registre des activités de traitement des données dans les études d'avocat. Donc, c'est un sujet récurrent, je dirais surtout depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Est-ce que les études d'avocat doivent tenir un tel registre, à quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Et donc, cette présentation qui va donc durer 10 minutes a pour objectif d'y répondre. Et si je passe ici au plan de mon exposé, donc vous dire si oui ou non il est obligatoire, dans quel cas de figure, de vous dire ce qu'il faut y mettre si vous devez en tenir un. Et puis, je me suis aussi... j'ai mis un exemple en fait, de registre de traitement d'activité en fin de présentation pour vous montrer un peu à quoi ça devrait ressembler si vous devez tenir un tel registre. Voilà. Comme l'a dit Fabien tout à l'heure, la breaking news de ces derniers jours, c'est la décision de principe qui a été prise par le Parlement sur la nouvelle LPD. C'était le 25 septembre 2020. J'ai eu la chance de voir le préposé fédéral à la protection des données le lendemain. Alors, il était très content et soulagé qu'il y ait eu un consensus parce qu'il s'en est fallu de peu, mais finalement le texte a été adopté et selon le préposé, selon en tout cas son estimation, le temps de prévoir de rédiger l'OLPD, qui sera toute nouvelle aussi, l'entrée en vigueur va se faire en principe 1er janvier 2022. Voilà en tout cas les indications toutes fraîches du préposé fédéral à la protection des données. Petit rappel des principes cardinaux de la protection des données qui auront leur importance un peu plus tard dans l'exposé. Le principe de la légalité, tout traitement doit être légal, reposer sur une base légale ou sur un consentement éclairé ou à défaut sur un intérêt prépondérant public ou privé. Les données doivent être traitées de manière conforme à la bonne foi, le traitement des données doit être proportionné, conforme au but qui doit être d'ailleurs identifiable par les personnes conservées. Les données doivent être exactes, sinon elles doivent être corrigées. Et puis, principe important, les données doivent être conservées de manière sûre, protégées contre des accès non autorisés et par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. Donc ça, c'est les principes qu'il faut toujours garder en mémoire et en tête lorsque on parle de protection des données. Les notions clés qui vont nous intéresser ici, les notions de fichier, une notion d'ailleurs qui va
évolué avec le nouvel LPD. Donc, c'est finalement n'importe quel ensemble de données, pas seulement sur un support papier ou informatique, mais n'importe quel ensemble de données qui se rapporte à des personnes déterminées. Les données personnelles qui regroupent l'ensemble des données que l'on traite, c'est toute information liée à une personne identifiée ou identifiable, à l'intérieur duquel on trouve les données sensibles qui sont des données personnelles, mais d'une catégorie particulière, sur la religion, sur les préférences sexuelles, les extraits, les antécédents pénaux, des rapports médicaux, voire même, selon certains auteurs, des photographies, parce qu'une photographie est considérée parfois comme une donnée, pourrait être une donnée sensible parce que ça permet de déterminer la race. Il n'y a pas de décision de jurisprudence sur ce cas-là, mais certains auteurs soutiennent que c'est le cas. Donc, on tombe très vite dans les données sensibles. Ça peut avoir son intérêt dans les études d'avocat où vous pouvez avoir peut-être des photos de vos collaborateurs à un moment donné ou à un autre de votre activité. Et puis, les profilages de la personnalité, notamment, et ça c'est important pour les études d'avocat, toutes les données que vous récoltez sur vos collaborateurs, par exemple, notamment pour analyser leur rendement au travail. Et là, je pense notamment à l'enregistrement du temps de travail, aux performances que vous faites peut-être, que vous mettez peut-être en avant sur le rendement des collaborateurs par rapport au nombre d'heures que ceux-ci facturent, etc., peuvent tomber dans des profils de la personnalité qui sont aussi des données particulièrement sensibles. J'y reviendrai après. Un registre de traitement, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on parle de registre de traitement? Un registre de traitement, il est à mettre en lien avec le principe de la licéité ou de la légalité, qui était le premier principe que j'ai mentionné avant. C'est finalement votre preuve vis-à-vis des autorités ou des personnes concernées que vous faites les choses correctement. Donc, le but est de recenser et d'analyser, de vous forcer à analyser les types de données personnelles que vous traitez au sein de votre étude, en listant les différentes personnes qui y prennent part, que ce soit votre étude, les sous-traitants que vous utilisez, notamment informaticiens, mais d'autres entités également, les responsables au sein de votre étude de chaque type de données qui sont traitées, on y reviendra un peu plus en détail, les catégories de données qui sont traitées, à vous poser aussi la question à quoi ça sert de traiter ces données, est-ce que réellement vous devez les conserver, qui doit y avoir accès, à qui elles sont communiquées, et puis pendant combien de temps vous allez les garder. D'accord ? Je pourrais vous donner votre exemple ici, des candidatures des stagiaires avocats qui postulent chez vous à l'étude. Je ne sais pas combien d'entre vous, dans vos serveurs, avaient des candidatures d'avocats il y a 10 ans en arrière, ou même 5 ans, ou même une année en arrière. Est-ce que c'est normal de les conserver si vous ne les avez pas engagés? La réponse est non. Donc, c'est des données qui devraient être effacées, mais que vous conservez peut-être encore. Et là, vous devez déterminer le processus et une personne responsable d'effacer ces données. Donc, c'est un des buts de ce registre. Et puis, qui doit déterminer aussi de quelle manière ces données-là sont sécurisées au sein de votre étude, forcer à poser les questions au niveau organisationnel et au niveau technique avec vos informaticiens. Donc, voilà le but d'un registre de traitement des activités. Preuve, donc, du respect du principe de la légalité. Est-ce que c'est obligatoire? Alors, les études d'avocats, comme beaucoup d'autres entreprises, traitent de nombreuses données sur des employés, des clients, des prospects, des candidats, comme je viens d'en parler. Donc, vous êtes, et les associés d'une étude, vous êtes des maîtres de fichiers selon la terminologie actuelle de la RGPD ou bientôt, dès 2022, ou selon la RGPD, des responsables de traitement. Ça ne veut pas encore dire que vous devez tenir un registre des activités de traitement. C'est uniquement le cas dans le régime actuel LPD si vous traitez des données sensibles, des profils de personnalité ou si vous communiquez régulièrement des données personnelles à des tiers. Alors, dernière hypothèse ne devrait pas être le cas. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Là, on s'adresse plutôt à des entreprises comme les assurances, ce genre de choses-là. Mais il n'est pas du tout exclu que vous traitiez des données sensibles. Comme on l'a vu, des photos d'employés pourraient être considérées comme des données sensibles. Des profils de la personnalité, vous récoltez des données sur le rendement de vos employés. Peut-être vous les analysez dans le cadre d'un profil. Donc, il n'est pas exclu qu'en réalité, vous fassiez des profils de la personnalité, que vous traitiez des données sensibles. Donc, il n'est pas exclu que vous êtes déjà, sous le régime actuel, obligé d'avoir un registre des traitements. Sous la nouvelle LPD, le principe sera que oui, vous devrez tenir un registre des activités de traitement, mais une exception a été intégrée
pour toutes les entreprises de moins de 250 collaborateurs. Alors là, je vous entends presque tous souffler en disant « Ah, ouais, ça ne s'appliquera pas à nous parce que nous ne sommes pas une entreprise de plus de 250 collaborateurs. » C'est vrai, ça va concerner effectivement très très peu d'études d'avocats en Suisse, si ce n'est aucune. Néanmoins, on ne connaît pas encore les contours exacts de cette exception parce qu'elle sera précisée dans l'OLPD nouvelle mouture, donc à suivre. Et puis, par rapport au RGPD, le principe est très clair, c'est que oui, il faut un registre de traitement. Et comme on va le voir juste après, les études d'avocats, certaines études d'avocats doivent ou sont soumis pour certaines données au RGPD. Très rapidement, c'est une petite digression, mais selon le régime actuel, mais aussi selon le nouveau régime, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 modèles d'organisation de la protection des données en entreprise. Dans le droit privé, vous avez le premier modèle qui est un petit peu malheureusement caché par ici la petite étoile rouge que je décale. Le modèle 1, j'ai mis une photo de boulanger, ça c'est la toute petite PME qui traite peut-être quelques données sensibles et qui doit donc annoncer directement ses fichiers au préposé fédéral, ce que personne ne fait, et régime qui va disparaître avec la nouvelle EPD prochainement. Le modèle numéro 2 dans lequel vous devriez vous trouver si vous traitez des données sensibles et des profils de personnalité, et le modèle aussi qui sera conseillé sans doute à l'avenir avec la nouvelle LPD, où vous désignez un responsable, vous désignez en fait un conseiller à la protection des données et vous adoptez une organisation qui soit conforme à ce modèle-là, avec des mesures techniques et organisationnelles, un registre des traitements, etc., qui pourraient monitorer tout ça. Modèle 3, c'est le modèle de système de gestion de la protection des données, fondé sur un système de management avec des certifications, modèle qui est adapté pour les très grandes entreprises, assurances, banques, qui en principe sera trop lourd pour des études d'avocats, quoique les plus grands peut-être seraient même intéressés à adopter ce modèle-ci. Ensuite, que faut-il mettre dans ce registre? Donc, on a vu, si vous devez, on tombe assez facilement dans une obligation de tenir un registre. Qu'est-ce qu'il faut y mettre? Alors, il faut mettre l'identité et coordonnées du responsable de traitement. C'est qui le responsable de traitement au sein d'une étude d'avocat? Ça dépend de votre organisation. Ça sera très rapidement les associés en réalité. Et je vais après prendre des exemples de types de données, mais disons que c'est quand même les associés ou les associés managing partners pour les grandes structures qui vont être responsables en principe de définir quelles sont les données qui sont traitées, dans quel but et dans quel cadre. Définir, comme je l'ai dit, la finalité du traitement, les catégories de personnes concernées, quels sont les types de données personnelles qui sont traitées. Par exemple, les situations économiques et financières, données bancaires, données de collection, données de localisation, les destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris à l'interne, d'accord, et y compris évidemment pour les sous-traitants, si vous utilisez des sous-traitants, et tout le monde utilise des sous-traitants, notamment en matière informatique, la durée durant laquelle vous allez conserver ces données, et pourquoi cette durée et pas une autre, les mesures de sécurité que vous avez mises en œuvre pour assurer la conservation de ces données et leur caractère intact, et si les communications de données sont faites à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'article 16 de la nouvelle LPD. Donc là, je vous ai déjà mis les références à gauche ici, donc au niveau de la nouvelle LPD puis du RGPD. Également, la quantité de données, ça c'est pas des informations qui sont obligatoires, mais qui sont recommandées en pratique. Nombre de personnes concernées, données conservation, lieu de stockage des données, aussi le préciser en fin de registre d'activité. Vous posez la question sur quel serveur, etc. C'est stocké. Si vous avez des backups, etc. Donc, il faut le préciser ici. Qui a accès à ces données au sein de votre entreprise? Pas forcément tout le monde doit avoir accès. Se poser la question, est-ce que vraiment tous les avocats doivent avoir accès à toutes les informations? Est-ce que vraiment le service comptable doit avoir accès à tous les dossiers clients? La réponse est non. Donc ici, il faut définir toutes ces voies d'accès et vous poser les bonnes questions. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? Et j'ai encore un petit peu moins d'une minute. Il faut rassembler les informations, donc identifier les différents types de données que vous analysez à l'étude, définir qui est responsable au sein de votre étude, d'accord? Et puis ensuite, ça vous permet de faire un premier document qui liste les différents types de données. Et puis ensuite, après, selon le modèle qui est celui, on va y arriver, de la CNIL, l'autorité de surveillance française, une fiche par registre d'activité.
Je vous ai mis ici le lien vers un document Excel qui était fourni par la CNIL. Il n'y a pas de modèle suisse de registre des activités de traitement. Donc, il faut aller ici, vous plonger auprès des autorités étrangères. Celui de la CNIL est un modèle qui a été mis à jour en 2018 et qui vous donc est réparti en deux phases. Un premier document liste des traitements, deuxième partie, une fiche par traitement. Et je vous ai mis ici, pour une étude d'avocat, la première page, la première fiche, donc la liste des traitements. Et vous avez ici, dans cette colonne de gauche, ici, les différents types de traitements que j'ai identifiés, mais il y en a d'autres, d'accord? Gestion des salaires, ressources humaines, dossier des clients, archivage, performance des avocats collaborateurs, recrutement des secrétaires, recrutement des collaborateurs, recrutement des stagiaires, newsletter de l'étude, site internet, alumni, si vous maintenez des contacts avec d'anciens collaborateurs, et en lien avec chaque ligne. Ici, vous mettez à quelle date vous avez créé la fiche, à quelle date elle a été mise à jour, mettre à jour au moins une fois par année. Pourquoi vous traitez ces données-là? D'accord, je vous ai mis des exemples ici. Et puis, est-ce que c'est des données sensibles, oui ou non? Et là, je vous ai mis que parfois, pour certains, effectivement, types de données, ça pourrait être sensible en fonction de ce que vous gardez. Ensuite, par type d'activité, donc par ligne ici, une fiche de traitement. Je vous en ai fait un exemple avec les dossiers des clients. Et puis, vous avez ici donc, le responsable du traitement qui sera ici sans aucun doute les managing partners ou les associés de l'étude d'avocat. Et puis ensuite, après, peut-être il y a des responsables conjoints, donc peut-être les autres avocats de l'étude. Toujours après, dans cette fiche de traitement dossier des clients, vous listez si c'est des données sensibles, relevant de la race, opinion politique, etc., etc., etc. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Ça vous permet de vous poser les questions de savoir si vous tombez dans les données sensibles ou pas. Casier judiciaire, et là, oui, dans le domaine judiciaire, on est amené à traiter ce genre de données-là. Et puis, qui sont les catégories de personnes concernées, les clients, catégories de personnes, les membres de la famille du client, notamment dans les aspects, les dossiers fiscaux, droit de la famille, qui a accès au sein de votre étude ou à l'extérieur à ce type de données, pour les dossiers clients, les avocats et les assistantes, la comptabilité peut-être pour une partie du dossier, mais pas tout. Et là, vous devez expliquer pourquoi les différentes catégories ou pédigris de personnes y ont accès. Et ensuite, pour finir, donc les mesures de sécurité que vous avez mis en place pour protéger ces données-là. Donc, il y a évidemment les logiciels. Vous pouvez ici décrire les logiciels que vous utilisez pour faire part à des tentatives de piratage informatique. Quelle est votre politique de restriction d'accès interne, qui a accès et pourquoi, et puis comment vous pouvez contrôler qui a accès, et ça c'est donc à voir avec vos informaticiens, tenir des journaux de bord permettant d'identifier qui a ouvert tel et tel document et qui a accédé. Donc voilà, et puis ça c'est la dernière fiche, dernière catégorie, si des données sont transférées hors de la Suisse ou dans la Suisse, et puis quelles sont les garanties que vous avez sollicitées de votre prestataire pour garantir un niveau de sécurité équivalent. Voilà, j'ai un petit peu débordé, j'en suis désolé, mais j'ai terminé et je cède donc la parole à Déborah. Déborah, on ne t'entend pas. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Voilà. Parfait, merci. Alors, par contre, juste retourner en arrière. Bonjour à tous. Alors, pourquoi insister sur le devoir d'information? Parce que la nouvelle loi sur la protection des données renforce ce devoir pour faire écho au règlement général européen sur la protection des données, donc le RGPD. Nous allons survoler ce devoir dans le cadre de cette présentation qui, j'espère, répondra à certaines de vos questions. Alors, le but de ce devoir d'information est de renforcer la transparence qui est quand même au cœur de la révision de la LPD. La transparence qui permet, par le devoir d'information, aux personnes concernées de se rendre compte que leurs données personnelles sont traitées et de faire valoir leurs droits. Alors, pour les personnes concernées, il y a évidemment la personne qui informe, donc le responsable du traitement, dans notre cas, les études d'avocat en tant que personne privée, ou l'avocat. Le destinataire de l'information, donc la personne concernée qui, dans le cadre d'études d'avocat, peuvent être une multitude d'acteurs,
Ça peut être, donc là c'est caché je crois par mon image, mais ça peut être donc évidemment les clients, mais également les employés, des prospects, des candidats, des personnes dont les données sont collectées par le site internet, etc. Alors je précise ici que le devoir d'information existe que les données personnelles soient collectées auprès de la personne concernée directement ou non. Donc si elles sont collectées via un tiers, le devoir s'applique également. Et je précise aussi pour les personnes qui ne savent pas que la révision donc, a renoncé à la protection des données des personnes morales. Donc, on parle ici de données personnelles de personnes physiques. Alors, quelles données sont concernées par le devoir d'information? Le devoir d'information actuellement, donc sous la LPD actuelle, s'applique en cas de traitement de données sensibles ou de profil de la personnalité. Avec la révision, le devoir d'information s'applique au traitement de toutes les données personnelles à l'instar du RGPD. Et je fais un mini aparté ici sur les cookies. Donc, pour les cookies qui récoltent des données personnelles, ces données tombent évidemment dans le champ de ces lois, avec une subtilité, c'est que si vous êtes soumis au droit européen, il ne faut pas oublier la directive européenne en matière de cookies qui va vous donner des spécificités particulières comme avoir une politique de protection des données spécifiquement pour les cookies et le bandeau de cookies qui défile, auquel on est tous confrontés quand on surfe sur le net. Alors, pour le moment de l'information, un responsable de traitement, donc les études d'avocat, doivent informer les personnes concernées à différents moments. Et là, il faut distinguer que les données soient collectées directement auprès de la personne concernée ou indirectement via un tiers. Si c'est directement auprès de la personne concernée, l'information doit intervenir au moment de la collecte, donc immédiatement. Par contre, en revanche, si la collecte est indirecte, la loi, donc que ce soit la loi sur la protection des données ou le RGPD, permettent de différer l'information à différents moments qui sont donc précisés dans ces lois et que j'ai retranscrit dans les slides. Alors maintenant, plus concrètement, quelles sont les informations qu'il faut communiquer de manière plus particulière? Alors, dans le cadre de la révision de la LPD, la loi prévoit, et je cite, qu'il faut donc communiquer les informations nécessaires pour que la personne concernée puisse faire valoir ses droits et pour assurer la transparence du traitement. Donc, la loi, elle prévoit au minimum l'identité et les coordonnées du responsable du traitement, la finalité du traitement, donc le but du traitement, les destinataires ou les catégories de destinataires des données personnelles, et ensuite, dans certains cas spécifiques, les catégories de données, le nom de l'État ou de l'organisme auquel des données sont transférées s'il y a un transfert à l'étranger et, cas échéant, les garanties prévues ou l'exception si le pays concerné ne confère pas toutes les garanties minimales en matière de protection des données et éventuellement l'existence d'une prise de décision individuelle automatisée. Alors, tel que vous le constaterez dans ce tableau, donc évidemment, la nouvelle loi renforce les informations à communiquer, mais en comparaison au RGPD, on n'atteint quand même toujours pas le standard de ce règlement qui est quand même plus élevé. Et on doit se poser dans ce cadre une question qui est quand même relativement cruciale, c'est de savoir si notre étude d'avocat est soumise au RGPD ou non, parce que les obligations qui en découlent ne sont pas exactement les mêmes. Donc, pour rappel, une étude sera considérée comme étant soumise au RGPD si elle vise, par exemple, le marché européen pour rendre ses services. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser au cas par cas. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'informations à communiquer. Donc, par exemple, pour les finalités du traitement, donc le but, évidemment qu'en matière de données personnelles de clients, le but du traitement est de rendre les services juridiques demandés dans le cadre du mandat conféré par le client, mais ce n'est pas forcément le seul but du traitement. Il peut également servir à se conformer à des obligations légales, pourquoi pas envoyer des newsletters, améliorer notre site internet, etc. En ce qui concerne les catégories de données personnelles, donc il faut distinguer la nomenclature de la catégorie et les données personnelles qui tombent dans cette catégorie. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, pour les informations professionnelles, donc, informations professionnelles, c'est la catégorie.
Et ensuite, pour les données spécifiques qui tombent dans cette catégorie, ce sera par exemple le nom de l'employeur, la fonction de l'employé, son salaire, etc. Donc, pour les informations à donner en matière de destinataire ou catégorie de destinataire, donc évidemment que le transfert de données à des sous-traitants rentre dans cette catégorie, donc, par exemple les informaticiens de l'étude, mais on peut également y inclure des tribunaux, des autorités de poursuite, des organismes d'autorégulation, les notaires, etc. Alors, je ne vais pas passer sur tous les exemples parce que le temps est limité, mais vous pouvez les consulter dans ce slide. Alors, devoir d'information, oui, mais il y a également des exceptions. Il y a deux types d'exceptions auxquelles vous devez faire attention. Une exemption totale, donc qui vous délie entièrement d'informer les personnes concernées, et des cas d'exemption partielle. Donc ça, c'est quand la loi indique que vous pouvez restreindre, repousser ou renoncer à communiquer l'information. Alors, pour ce dernier cas, il faut faire attention. Les cas doivent être interprétés de manière restrictive et il faut effectuer une pesée des intérêts. Donc, vous ne pouvez pas simplement vous dire que vous pouvez y renoncer automatiquement. Et il y a donc évidemment une exception totale dont je voulais discuter avec vous, qui est l'obligation légale du responsable du traitement de garder le secret. Donc, pour les avocats, ça évite évidemment un conflit de loi avec l'article 13 de la loi sur la libre circulation des avocats et l'article 321 du Code pénal en matière du secret d'avocat. Donc, toutes les données personnelles qui sont soumises, couvertes par le secret de l'avocat ne tombent pas dans le devoir d'information. Donc, vous n'avez par exemple pas besoin d'informer quiconque sur le traitement de ce type de données en particulier. Alors maintenant qu'on a discuté du type d'information à communiquer, évidemment que la forme et les moyens de communication sont tout aussi importants. La loi ne donne pas d'exemple de forme ou de moyens de communication qui seraient considérés comme étant appropriés. Par contre, dans le message du Conseil fédéral, on peut lire que nous devons nous assurer que la personne puisse effectivement en prendre connaissance. Donc, ça ne doit pas être une information que la personne doit chercher, ça doit être évident qu'elle soit à portée de main. Et il s'agit forcément d'une analyse au cas par cas. Dans tous les cas, l'information, elle doit être facilement accessible, concrète et aisément identifiable. Les termes utilisés doivent être clairs. Il faut évidemment ajuster les informations selon le type de personne à qui l'on communique ces informations. Par exemple, en présence d'enfants, on n'aura pas les mêmes terminologies. Il faut s'assurer que les personnes puissent le comprendre. Et vous pouvez, par exemple, donc là j'ai mis quelques exemples de formes en fait, de communication. Donc, vous pouvez par exemple utiliser une déclaration standard sur votre site internet, mais vous pouvez aussi également recourir à des symboles ou à des pictogrammes. Vous pouvez par exemple faire une présentation en plusieurs paliers avec d'abord une vue d'ensemble et puis ensuite des informations détaillées. Donc ça dépend un peu de l'information que vous donnez et à qui vous vous adressez. Alors, plus particulièrement pour une étude d'avocat, évidemment que le site internet est une interface qui est utile et qui permet de toucher un grand nombre de personnes concernées. Mais les informations qui sont données aux clients spécifiquement peuvent aussi être intégrées, par exemple, dans une annexe à la lettre d'engagement dans le cadre de l'envoi de newsletters. Il faut vous rappeler qu'une mise à disposition peut ne pas suffire et que dans certains cas, il faudra activement informer la personne concernée. Et pour vous donner un exemple aussi, si vos clients, par exemple, n'utilisent pas ou très peu de solutions informatiques et qu'il est donc vraisemblablement peu probable qu'ils accèdent au site internet pour trouver votre politique de protection des données, ça suffira certainement pas à à ce que le devoir d'information soit dûment rempli. Alors, pour récapituler le processus, donc comme nous venons de le constater, donner des informations n'est pas une démarche qui est rapide. Il faut faire une analyse des données personnelles traitées en amont.
Pour rebondir sur la présentation de Pierre Budowski, évidemment que si vous tenez un registre des traitements, ce processus sera facilité et on peut même se demander que voilà, si le registre n'est pas obligatoire, il pourrait quand même être utile par précaution pour s'assurer que toutes les données sont recensées. Mais en tout état, il va falloir les recenser, il va falloir définir si vous êtes soumis au RGPD ou non, il va falloir comprendre s'il s'agit d'une collecte qui est directe ou indirecte, définir les buts du traitement, les catégories et les données traitées, la base du traitement, donc qu'est-ce qui vous permet forcément de traiter, sur quelle base vous traitez ces données. Est-ce qu'il y a des transferts à l'étranger, il y a des tiers, donc on vient de le voir, les sous-traitants par exemple. Quelle est leur durée de conservation, quelles sont les sources. Par exemple, si vous êtes soumis au RGPD, vous devez indiquer les sources. Ensuite, vous devez déterminer si vous êtes soumis à bénéficier d'une exception. Est-ce qu'elle est totale ou partielle? Et si vous n'avez pas d'exception, quelles informations doivent être communiquées, par quels moyens et sous quelle forme? Alors, je terminerai avec les sanctions. Donc, si des sanctions sont déjà prévues dans la loi actuelle, elles sont renforcées dans la révision, donc dans la nouvelle loi, avec une amende allant jusqu'à 250 000 francs en cas de violation intentionnelle de l'obligation d'informer. C'est toujours pas le même niveau que les amendes au niveau européen, mais il s'agit quand même d'une belle amende. Et je terminerai par une petite information. Donc avec le Forum de protection des données de l'Ordre, nous rédigeons actuellement un modèle de politique de protection des données pour les études d'avocats que nous espérons partager avec vous d'ici au début de l'année prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le Q&A, soit de vive voix. Merci Déborah. Alors comme elle vous l'a dit, on va faire maintenant une petite séance de questions-réponses. Donc je vous rappelle, vous avez la possibilité de lever la main si vous voulez demander la parole ou sinon utiliser le module questions et réponses afin de poser vos questions. Peut-être deux informations préalables. Premièrement, comme on vous l'a dit, l'actuel webinaire est enregistré et nous vous enverrons par la suite par courriel l'enregistrement ainsi que les différentes slides des présentations. Et autre information, je vous informe que le texte légal de la nouvelle loi sur la protection des données a été publié ce matin dans la feuille fédérale et je vous envoie tout de suite par le chat les références. Comme ça, si vous voulez avoir accès au texte légal, vous y avez accès. Alors, ça répond d'ailleurs à la question qui vient d'être posée. Les présentations, nous vous les enverrons. Et je vous propose maintenant qu'on prenne quelques minutes pour revenir sur ces deux présentations. Je propose à Maître Budowski d'activer sa vidéo. Absolument, je vais y essayer. Voilà, je suis là. Voilà. Magnifique. Et je me permets de commencer avec une question sur cette obligation d'avoir le registre des activités de traitement et plus précisément son exception que vous nous avez mentionnée en disant ça peut ou non tomber sur les exceptions pour les études d'avocat. Et quand je lis le texte de cet article 12, alinéa 5 de cette nouvelle LPD, c'est prévu en effet que le Conseil fédéral, dans sa future ordonnance, va prévoir des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs. Là, on se dit, c'est bon, et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. Donc là, moi, je me pose la question, peut-être que le Conseil fédéral va le préciser, est-ce que dans les études d'avocat, on est dans cette exception-là, est-ce que le traitement des données clients et autres présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées? C'est une très bonne question, Céliane. Je pense que ça sera effectivement traité dans l'ordonnance qui va le préciser. Mais pour moi, c'est pas du tout certain que les études d'avocat tombent dans effectivement cette exception-là à l'obligation de tenir un registre de traitement parce que, comme on l'a vu, on tombe très vite en fait où les études d'avocat traitent très rapidement des données sensibles, notamment des extraits de casier judiciaire, des profilages, on a vu de la personnalité, etc. Donc, à mon avis, il n'est pas du tout certain que les études d'avocat puissent en bénéficier. C'était d'ailleurs aussi l'avis de l'ODA, je crois, dans une présentation il y a maintenant peut-être 2 ans, où ils étaient d'avis à l'époque où la limite était placée à 50 collaborateurs. Hein. Alors là, elle était rehaussée à 250. Je pense que la pression du Parlement et puis des pairs
PME en disant ouais, ça va être une usine à gaz, votre histoire. Là, donc l'ODA ou le groupe de travail de l'ODA à l'époque estimait que les études d'avocat étaient peu vraisemblables qu'elles puissent se prévaloir de cette exception. Je suis assez de cet avis-là. On traite quand même, à mon avis, en tout cas pour la plupart des études, des données sensibles, en tout cas une partie de celles-ci. Donc, ne soyez pas trop réjouis de ma présentation. J'ai essayé de pas trop vous faire peur, mais je pense que à l'avenir, dès 2022, et puis pour celles qui tombent déjà sous le coup de la RGPD, vous avez intérêt en fait à faire l'effort de faire un registre d'activité de traitement. Comme l'a dit Déborah, on travaille en fait à un modèle de registre d'activité de traitement pour les études d'avocat. Et l'idée, c'est de pouvoir vous faire circuler un modèle que vous pourrez ensuite après adapter évidemment à vos études. Donc, on va essayer de vous aider, de vous mâcher ou pré-mâcher une partie du travail. Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, peut-être une petite question concernant ce devoir d'information. Et à nouveau, cette question de l'exception. En effet, lorsqu'on lit le texte légal, donc l'article 20, alinéa 1, lettre C, on est dans l'exception si on est lié par une obligation légale de garder le secret. Et donc, vu que voilà, en tant qu'avocat, on a cette exception, en réalité, quel principe il reste? À quel moment on ne tombe pas sous le coup de cette exception et à quel moment donc on a encore ce devoir d'informer? À quel moment on ne peut pas se prévaloir de cette exception? On a l'impression, là, quand on lit le texte de la loi, c'est bon, elle est large, on a le secret de l'avocat, on n'a donc aucune obligation d'information? Alors, ça aurait été beau, mais non, malheureusement pas. Alors, la ligne, la démarcation, elle est quand même assez claire. Du moment qu'on bascule dans une relation privilégiée, d'avocat avec un client, toutes les données qui sont traitées dans ce cadre-là spécifiquement sont exemptées du devoir d'information. Donc, par exemple, dans ce cadre-là, si vous traitez des données qui concernent un tiers, ce tiers vous fait une demande d'information au même titre que vous pourriez refuser de communiquer les informations en raison du secret d'avocat. Cette même exception s'applique pour le devoir d'information en matière de protection des données, parce que finalement, c'est juste un biais supplémentaire pour accéder à des données, comme on le verra tout à l'heure dans le cours de la présentation de Philippe Picher. Mais par exemple, des données que vous collecterez, par exemple un formulaire de contact sur votre site internet qui serait utilisé par une personne, mais qui n'est pas encore lié par une relation avocat-client, donc où le secret ne s'appliquerait pas. Toutes ces données-là, par exemple, elles sont soumises au devoir d'information, de même que des données qui seraient collectées, par exemple, dans le cadre de cookies, ou si vous avez une base de données de prospects, vos employés, si vous tenez une conférence, vos newsletters, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de données qui sont concernées par le devoir d'information. L'exception n'est uniquement que pour s'aligner sur un devoir légal une exception légale qui existe déjà. En fait. Ok, je te remercie de cette réponse et je vois qu'on a une question dans le QR. Le texte légal prévoit-il des moyens de contrôle et si oui, lesquels? J'imagine. Alors ça, c'est pour moi. Je pense que c'est pour moi. Oui, il y a des moyens de contrôle. C'est les articles 48 et 49 de la nouvelle LPD, notamment, et suivants. Donc, il y a un pouvoir d'autocontrôle du préposé fédéral à la protection des données qui peut se saisir ou qui peut décider d'investiguer dans les entreprises. On lui a posé la question la semaine passée. Alors, ils vont étoffer un peu leurs équipes, mais ils seront incapables, évidemment, d'aller vérifier dans chaque entreprise, comme le CIRT, par exemple, si vous notez bien les heures d'enregistrement du temps de travail, ce que le CIRT, d'ailleurs, n'est pas capable de faire non plus, mais en tout cas, ici à tel. Donc, il n'y aura pas de contrôle régulier massif de toutes les entreprises. Par contre, les pouvoirs du préposé ont été musclés. Et c'est les articles 49 et suivants, et sur dénonciation d'un tiers, d'un client par exemple, ou d'un prospect, le préposé peut se saisir et puis il dispose de toute une série en fait de pouvoirs, audition de témoins, expertise, accès à tous les renseignements nécessaires, accès aux locaux, c'est quand même assez intrusif pour pouvoir mener des enquêtes. Donc il ne faut pas vous attendre non plus à des perquisitions, mais disons que le but un peu pour s'aligner au droit européen était de renforcer, de faire un peu de fitness au préposé fédéral qui aura un peu plus de pouvoir qu'actuellement. Merci de cette réponse. Je vois qu'une personne avait levé la main, mais il semble qu'elle l'a baissée. Donc, je me permets encore de poser une question. Donc, si on n'est pas sous cette exception pour le registre des activités du traitement, au sein d'une étude d'avocat, concrètement, à qui est-ce qu'on devrait donner cette responsabilité de tenir ce registre? Comme vous nous l'avez présenté, c'est quand même une certaine charge, il y a quand même un certain travail. Qui devrait être responsable de respecter cette obligation? Alors, responsable juridiquement, ce sera les associés.
Et dans une grande étude, ce sera les managing partners, très clairement. C'est eux responsables vis-à-vis des tiers, vis-à-vis du préposé qui sont responsables. Ça ne veut pas dire que ce soit eux qui doivent tenir les registres de traitement. Ils peuvent déléguer ces tâches en nommant un conseiller à la protection des données et c'est ce qu'il faut faire très concrètement. Il faut qu'il y ait au sein de l'étude quelqu'un qui, ça peut être un avocat, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie du staff administratif qui, par contre, doit avoir des connaissances en droit de la protection des données, donc connaissances juridiques, qui doit avoir des connaissances organisationnelles et techniques, donc il doit comprendre ce que racontent les informaticiens. Donc, il doit avoir en fait ces 3 casquettes qui sont vraiment les 3 cercles importants, technique, organisation, juridique, et donc après qui est chargé de faire ce registre des traitements, qui est chargé en fait de former chaque responsable de fichiers et de s'assurer qu'il a correctement fait son travail et que c'est mis à jour. Et ça va être vraiment la pierre angulaire du système. Et pour en avoir discuté avec le préposé fédéral, il compte beaucoup sur ce rôle de DPO, hein, de Data Protection Officer, qui est appelé à jouer à l'avenir un rôle central et qui sera un petit peu le prolongement du bras du préposé, si vous voulez, au sein des entreprises, sans être évidemment un auxiliaire, mais disons que le préposé espère être déchargé en fait de ses activités de contrôle grâce à ces organes internes aux entreprises chargés de faire un peu la police et l'audit en matière de protection de données et surtout sensibiliser les collaborateurs. Donc, ça sera cette personne-là qui va être un peu le chef d'orchestre. Les responsables, ce sera les associés. Ok, je vous remercie de votre réponse et on enchaîne tout de suite avec une question du professeur Benoît Chapuis. L'avocat sera-t-il obligé de communiquer les données personnelles concernant un tiers et dont il aurait eu connaissance à travers un mandat atypique, constitution de société, trust, etc. Donc là, en effet, on voit, on n'est potentiellement pas sous cette exception de l'obligation légale de garder le secret. Déborah, je me tourne vers toi. Alors, à mon sens, mais effectivement, c'est une très bonne question et qui certainement va faire couler de l'encre. L'exception, donc cette exception-là précisément, je ne parle pas des autres exceptions, elle traite du secret, d'une obligation légale de garder le secret. Donc, s'il n'y a pas d'obligation légale de garder le secret, effectivement, il faudra chercher à comprendre s'il y a d'autres devoirs de confidentialité qui pourraient venir empêcher une telle communication, par exemple, les devoirs, les intérêts légitimes d'un tiers, par exemple, qui pourraient éventuellement empêcher une telle communication. Est-ce qu'on pourrait éventuellement également voir le fait qu'on peut restreindre l'information si l'information en tant que telle empêche le traitement d'atteindre son but? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une de ces exceptions également? Est-ce que tu peux répéter la question, pardon? On a donc ces possibilités de restreindre l'information prévue à cet article 20, alinéa 3, lettre B, lorsque l'information empêche le traitement d'atteindre son but. Est-ce qu'on peut se retrouver également dans une de ces exceptions ou est-ce que là, le législateur avait autre chose en tête? Alors, oui, alors évidemment, le législateur, donc pour l'instant, on a le message, évidemment qu'il y a l'ordonnance qui va aussi venir un peu préciser toutes ces notions. Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête les finalités et le but du traitement. Évidemment que si l'on est en train de faire une enquête et informer une personne qui en fait la demande de toutes les données qui sont traitées empêche, par exemple, de mener cette enquête, évidemment, à mon sens, on rentre dans cette catégorie d'exception. Donc, il faut vraiment effectuer des distinctions au cas par cas. Merci de cette réponse. Peut-être une dernière question un peu plus générale de maître Aurélie Friedli qui demande si les associés sont les responsables des données et de leur traitement. Le représentant du traitement peut-il être une employée de l'étude? Oui, absolument. Et ce sera souvent le cas, par exemple, pour les données liées aux employés, les salaires, etc. Ce sera peut-être le chef de la comptabilité. Pour le recrutement des stagiaires, ce sera peut-être un collaborateur senior ou un des associés. Pour convoquer ou inviter les alumni à la fête de Noël, ça pourrait être une secrétaire, par exemple. Et absolument. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'aller chercher quelqu'un à l'externe, y compris donc pour le conseiller à la protection des données. Ça peut être une société externe. Il y a des sociétés dans l'arc lémanique qui sont en train de se spécialiser pour ça et qui vont proposer ces services-là. Mais ça sera un sous-traitant externe. Ça va soulever d'autres questions, notamment pour les
études d'avocat. Donc, vous pouvez tout à fait faire ça à l'interne et c'est ce que je vous recommande de faire. Il faut sensibiliser quelqu'un qui s'intéresse à ces questions. Il faut que la personne soit intéressée. Il faut que les associés aussi appuient et encouragent cette personne-là et puis pas qu'ils lui disent chaque semaine ton histoire de protection des données, ça ne m'intéresse pas, tu nous embêtes, etc. Donc, il faut qu'ils se sentent soutenus. Merci de ces précisions. Et avant de passer aux deux présentations suivantes, je vous partage une remarque d'une consoeur qui prévoit que les exceptions actuelles ouvertes par le RGPD permettent d'éclairer la position pour l'avocat. Et cette personne nous invite à voir le guide du barreau de Paris. Je vous remercie pour cette précision. Et nous allons maintenant tout de suite passer à la question de l'accès aux données personnelles avec la présentation de Maître Philippe Fischer, à qui je cède la parole. Merci d'avance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez mes slides et que vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais commencer ma présentation par ça. C'est la lettre, évidemment, qu'on n'aime pas recevoir et qu'on redoute d'une certaine manière recevoir à l'avenir, suite notamment à l'entrée en vigueur de la nouvelle LPD et une grande prise de conscience, je crois, dans le public autour de ces questions de protection des données. Ce que je vous ai reproduit ici, c'est un exemple de lettre, de modèle de lettre pour l'accès aux données personnelles qui a été publié par la Fédération romande des consommateurs et qui permet, en se fondant sur l'article 8 LPD, qui est à la disposition qu'on va discuter dans le cadre de ce petit flash de 10 minutes, de demander à avoir accès à toute une série de données personnelles. D'une certaine manière, la requête d'accès aux données personnelles est le miroir du devoir d'information que Déborah a exposé tout à l'heure. Le devoir d'information, c'est un devoir proactif du responsable de traitement à l'égard des personnes concernées, alors que la requête d'accès, c'est une démarche de la personne concernée à l'égard du responsable de traitement pour obtenir un certain nombre d'informations sur ces données personnelles. C'est une démarche donc ancrée dans la LPD actuelle et également évidemment dans la future LPD. Et il n'y a pas de grand changement matériel sur ce point-là entre la LPD actuelle et la future LPD, mais qui vient évidemment d'une certaine manière se superposer sur d'autres bases légales qui permettent d'avoir accès à des informations. Et on pense évidemment à la reddition de comptes du droit du mandat, aux obligations déontologiques de l'avocat à l'égard du client. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que cette requête d'accès au sens de la LPD, en tout cas historiquement, et c'est comme ça que le législateur l'a voulu, elle vise finalement à permettre un accès à des données personnelles. Elle ne vise pas à être un substitut à une action en reddition de compte, même si c'est parfois comme ça qu'elle a été utilisée. Et on a le sentiment que dans le cas de la future LPD, le législateur a peut-être voulu mettre un certain nombre de petits blocages pour éviter d'une certaine manière que cette requête d'accès au sens de la LPD devienne en fait un substitut à l'action en reddition de compte, en particulier dans les situations où on n'a pas de rapport de mandat. Parce que c'est clair que dans la situation où on a un rapport de mandat, ce sera très souvent l'article 400 CO qui permettra d'obtenir les informations. Mais évidemment, dans les situations où il n'y a pas de rapport de mandat, on essaye de trouver d'autres bases et là, le recours à l'article 8 de la LPD actuelle peut potentiellement être intéressant, même si ça ne correspond pas nécessairement au but pour lesquels cette disposition a été intégrée dans la législation. Et j'essaierai à la fin de mon exposé de répondre à la question de Maître Chapuis tout à l'heure, qui posait exactement à Nami cette question, c'est en quoi est-ce qu'on doit donner un accès à des données personnelles, à des tiers, entre guillemets, avec lesquels potentiellement on n'a pas forcément un rapport de mandat. Une observation que je voulais faire aussi rapidement, c'est le concept large du concept de données personnelles. Et pour l'anecdote, je vous ai reproduit ici un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu sur la base de l'ancienne directive en matière de protection des données, mais je pense que le même concept s'appliquerait sous l'angle du RGPD et donc a fortiori aussi sous l'angle en tout cas de la future LPD, où la Cour retient par exemple que les annotations qu'un examinateur apporte sur les réponses d'un candidat à un examen constituent des données personnelles et sont donc potentiellement soumises également à une requête d'accès en matière de données personnelles. On voit donc avec ce genre de jurisprudence que le concept de données personnelles est un concept très large
et que, évidemment, si le concept des données personnelles est large, les requêtes d'accès aux données personnelles permettent aussi d'avoir accès à de nombreuses informations. Le plan, très rapidement, j'aimerais parler évidemment du concept de la requête d'accès en quelques mots, ensuite présenter ce que moi je considère comme étant les 6 restrictions au droit d'accès qu'on peut opposer à une requête d'accès, et enfin peut-être avoir un certain nombre d'observations sur la manière concrète de mettre en œuvre ces différents points dans le cadre d'une étude d'avocat. Les bases légales, je les présente très rapidement. C'est l'article 8 de la LPD actuelle, complété par des dispositions dans l'ordonnance. C'est à l'article 25 de la future loi et avec les restrictions au droit d'accès qui sont dorénavant prévues aux articles 26 et 27 de la nouvelle loi, avec, comme je l'exposais tout à l'heure, pas, à mon sens, des différences fondamentales entre le régime actuel et le nouveau régime. Les acteurs impliqués sont d'une part, évidemment, la personne concernée, et la personne concernée, dans des exemples qui concernent des études d'avocat, ce sera probablement un client ou un ex-client souvent, voire un employé ou un ex-employé, voire peut-être même des candidats ou des prospects. Et le débiteur, entre guillemets, si je dois dire, de la requête d'accès, c'est le maître du fichier, respectivement le responsable de traitement tel qu'on l'appelle aujourd'hui. La requête d'accès, en réalité, elle a 3 buts ou 3 objets. D'abord, un objet très général qui est de permettre à la personne concernée de savoir si des données personnelles la concernant sont traitées. Ça, c'est évidemment un objectif très général. Si après, on rentre un tout petit peu plus dans le cœur de la matière, on se rend compte qu'en fait, ce droit d'être renseigné, c'est le point 2 de ma slide, se décompose en fait en d'une part, et c'est mon premier bullet point, un accès aux données personnelles qui sont traitées au sujet de la personne concernée, et ensuite certaines informations, disons, de contexte par rapport à ces traitements, notamment l'origine, le but du traitement, les bases juridiques, les catégories, etc. On se rend compte qu'en pratique, les requêtes d'accès, elles visent essentiellement le premier bullet point sous le chiffre 2, donc la question de savoir quelles sont les données personnelles qui sont traitées au sujet de la personne concernée. Cette personne concernée, comme je l'exposais tout à l'heure, sera peut-être pour une étude d'avocat un client ou un employé. J'en viens, donc le principe, c'est l'article 8, c'est qu'on a droit d'avoir un accès et d'obtenir même une copie écrite, c'est comme ça que c'est prévu dans l'ordonnance, des données personnelles qui sont traitées par le maître du fichier, respectivement le responsable du traitement. On a toutefois une série d'exceptions, et à mon sens, elles sont au nombre de 6, alors on peut les compter aussi différemment, mais ce que j'aimerais présenter aujourd'hui sur ces 2 slides, donc la slide 7 et la slide 8, c'est ce que je considère comme étant les 6 exceptions aux restrictions d'accès. J'ai mis les bases légales de la LPD actuelle, mais on retrouve, et on verra tout de suite dans une slide subséquente, on retrouve les mêmes exceptions dans le cadre de la LPD actuelle. Première restriction, c'est la loi au sens formel qui interdit de répondre. On pense là évidemment au secret bancaire, on peut penser au secret professionnel, mais on se rend aussi compte que très souvent, lorsque c'est le client lui-même qui fait la demande, évidemment, ce sera très difficile de lui opposer le secret professionnel dont il est lui-même le titulaire. Et donc, la loi au sens formel de l'article 9, alinéa 1A, sera rarement, en tout cas dans les situations usuelles, un frein pour répondre à une requête d'accès. Mais par contre, évidemment, il est très important dans le cadre de la réponse à la requête d'accès de respecter son secret professionnel et par exemple de ne pas dévoiler des informations, par exemple d'autres clients, lorsqu'on répond à une requête d'accès qui émane d'un client particulier. Deuxième possibilité de restreindre le droit d'accès, c'est ce qu'on appelle l'intérêt prépondérant d'un tiers. Et là aussi, et c'est peut-être, et j'y reviendrai tout à l'heure, lorsque j'essaierai d'aborder la question de Benoît Chapuis posée tout à l'heure, c'est peut-être là qu'il y a une petite piste pour essayer de restreindre la réponse au droit d'accès lorsque la personne qui pose qui formule la requête d'accès n'est pas le client mais une partie tierce. Mais à nouveau, souvent par le biais du caviardage, on aura la possibilité de répondre malgré tout à la requête d'accès sans mettre en question les intérêts prépondérants d'un des tiers. Après, un autre caveat qui est très souvent utilisé en pratique par des responsables de traitement, alors hors études d'avocat, parce que pour l'instant,
je crois que nous sommes encore un tout petit peu épargnés de ces questions-là, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, c'est de ne pas répondre ou de limiter une réponse à une demande, une requête d'accès en se basant sur l'intérêt privé prépondérant du maître du fichier. Ce qui est possible, en tout cas en théorie, on peut imaginer que l'intérêt privé du maître du fichier empêche la remise d'un certain nombre d'informations, par exemple des informations qui ont trait à l'organisation interne de l'étude. On verra par la suite que ces informations-là sont peut-être aussi arrangées au rang des documents internes, mais on voit aussi ici potentiellement une piste pour restreindre le droit d'accès, avec quand même un caveat très important qui figure dans la loi actuelle et qui, à mon sens, malheureusement, a aussi été conservé dans la future loi, c'est qu'il n'est pas possible de se fonder sur un intérêt privé prépondérant pour refuser ou limiter une demande d'accès si des données ont été communiquées à un tiers. Et ce tiers, ça doit être un vrai tiers, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir affaire à un sous-traitant, et là je renvoie à l'exposé d'Adrien Alberini tout à l'heure. Si les données sont communiquées à un sous-traitant, par exemple un service provider en matière de cloud, ce n'est pas un tiers et donc on peut continuer à se baser sur l'intérêt prépondérant du maître du fichier. Mais par contre, si on communique par exemple des données, par exemple à son assureur RC, si on est par exemple en litige avec un client, dans ce cas-là, les données auront été communiquées à un tiers et on ne peut plus se baser sur son propre intérêt prépondérant. Vu que le temps avance, je parle rapidement des 3 autres types de restrictions qui peuvent s'appliquer à l'exercice d'un droit d'accès. On a d'une part le fait que s'il y a une procédure qui est déjà pendante entre les parties, le droit d'accès ne s'applique pas parce que la LPD elle-même n'est plus applicable en cas de procédure pendante. Deuxièmement, l'inapplicabilité de la LPD en cas d'usage strictement personnel d'informations. Et là, évidemment, on sait aussi déjà dans le contexte de l'article 400 CO que cette exception est appliquée de manière très, très restrictive par les tribunaux et c'est exactement le même système qui prévoit en matière de LPD. Et enfin, dernière exception envisageable, lorsque la requête est abusive en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour un but étranger à la protection des données. Mais là aussi, la jurisprudence est très restrictive et je ne vois pas vraiment une évolution différente, sans doute, sous l'empire de la nouvelle loi, dans la mesure où, certes, il y a cette réserve de l'abus de droit qui figurera en toutes lettres dans la future loi, mais par contre, le TF dit également qu'il n'y a pas besoin de faire valoir un intérêt particulier pour faire valoir sa requête d'accès. Et en combinant, évidemment, l'abus de droit, mais aussi le fait qu'il ne faut pas faire valoir un intérêt particulier pour exercer une requête d'accès, on voit que finalement, cette exception à la requête d'accès sera une exception tout à fait limitée. J'avance sur les slides 9 et 10, dans lesquels j'ai essayé de mettre en parallèle finalement le texte à gauche de l'article 8 actuel et à droite le texte de l'article 25 de la future loi. Vous voyez que les changements ne sont finalement pas nécessairement substantiels, mais j'aimerais revenir un instant sur ce que j'ai mis ici dans le petit carré, les données traitées en tant que telles. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat qui a cours au sein de l'Union européenne et qui va sans doute bientôt se transposer en Suisse aussi, quant à la question de savoir si finalement la requête d'accès, est-ce qu'elle donne droit à des documents ou donc elle serait une forme de substitut à une action en reddition de compte ou est-ce qu'elle donne simplement droit aux données personnelles en tant que telles, ce qui évidemment permettrait de réduire un tout petit peu le scope et qui permettrait aussi sans doute de répondre plus facilement à des requêtes qui émanent de tiers qui ne sont pas nécessairement les clients ou des employés de l'avocat ou de l'étude en question. Et là, on a une jurisprudence, en tout cas, sur laquelle beaucoup de personnes s'appuient, qui est une jurisprudence allemande du 18 mars 2019, donc rendue sous l'angle du RGPD, qui précise certes que le devoir d'information est large, mais par contre, qui dit également qu'il y a une réserve relativement large pour les informations purement internes, et surtout qui semble indiquer que la requête d'accès porte plutôt sur des données personnelles en tant que telles, et qu'on pourrait donc y répondre en disant « je traite les données personnelles suivantes sur vous, à savoir votre nom, votre prénom, votre adresse, des données relatives à la facturation, etc., sans nécessairement impliquer la remise de documents en tant que tels, parce qu'il faut toujours revenir un tout petit peu au but finalement de la législation en matière de protection des données,
qui est avant tout de protéger ou de permettre aux personnes de savoir sous quelle forme leurs données personnelles sont traitées. Vu que le temps avance, j'aimerais juste, avant de conclure, et je vous laisserai peut-être découvrir le reste des slides, juste encore faire 2 observations s'agissant de l'organisation concrète interne au sein des études d'avocat. Parce qu'à mon avis, cette risque d'être exposé à des requêtes d'accès implique d'une part d'avoir une gouvernance des données au sein des études d'avocat. Alors, gouvernance des données, on a l'impression que c'est un thème qui ne concerne en réalité que les grandes entreprises, mais à mon sens, ça concerne également les études d'avocats, avec une gouvernance donc, qui porte sur les questions de savoir comment est-ce qu'on collecte les données, comment est-ce qu'on les héberge, où est-ce qu'on les héberge, avec aussi la question des sous-traitants qu'Adrien Alberini exposera tout à l'heure. Est-ce qu'on transfère des données personnelles à des tiers? Quand est-ce que l'on détruit les données personnelles? Et la base de cette gouvernance des données, c'est le registre des traitements dont Pierre Wisowski vous a entretenu tout à l'heure. Et l'autre point d'organisation concrète au sein des études d'avocats sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, c'est la nécessité d'avoir un processus centralisé pour gérer les requêtes d'accès. Alors, il n'y en aura sans doute pas des centaines, mais si on en a un certain nombre, ça vaut la peine de mettre en place un processus centralisé pour les gérer. Ça vaut la peine aussi d'appeler peut-être la personne concernée pour lui demander finalement parfois de préciser un tout petit peu sa requête. Cette possibilité de préciser la requête, c'est quelque chose qui est prévu par le RGPD et qui, à mon avis, devrait s'appliquer aussi sous l'angle du droit suisse. Et enfin, de prévoir également un modèle de réponse à ces requêtes d'accès et surtout, lorsqu'on répond, être très attentif qu'on n'est pas en train de violer des obligations de confidentialité qu'on a à l'égard d'autres personnes, à l'égard d'autres clients, à l'égard d'employés actuels ou anciens de l'étude lorsqu'on répond à la requête d'accès. Mon temps est largement écoulé, je m'arrête là, mais je me réjouis de débattre de ces questions avec vous dans le cadre du Q&A. Merci. Alors bonjour, bienvenue à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la question de la relation avec les sous-traitants. Ce sujet a ceci de particulier que l'on sort, notamment au regard des présentations précédentes, on sort vraiment du champ à proprement parler de l'étude d'avocat, ce qui est très souvent pour l'avocat habitué à ces obligations de confidentialité, de secret, ce qui est souvent source de certaines inquiétudes et de stress notamment. Ma présentation d'aujourd'hui va suivre le plan suivant qui est somme toute assez classique. On va brièvement présenter la notion de sous-traitant. Ensuite, on reviendra sur la distinction de nouveau rapidement entre secret professionnel et protection des données, dans la mesure où il s'agit quand même de 2 sources d'obligations, d'exigences qui sont distinctes. Ensuite, on se concentrera à proprement parler sur les exigences réglementaires en matière de protection des données, en particulier par rapport à l'avocat. On changera un tout petit peu de focus sous le point 4 en se concentrant davantage sur le sous-traitant et des exigences qui s'imposent à lui, en particulier la question de savoir s'il y a une obligation d'aide, d'assistance du sous-traitant. Et enfin, on conclura avec quelques dernières réflexions. S'agissant de la notion de sous-traitant, et là on revient sur des choses qui sont connues, personnellement je fais une distinction entre 2 catégories, alors c'est une distinction qui m'appartient, mais entre 2 catégories générales de sous-traitants, ce que j'appelle les sous-traitants classiques, typiquement les services de comptabilité qui peuvent être externes à l'étude d'avocat, et les sous-traitants techniques, sous-traitants peut-être un peu plus récents, typiquement les prestataires de solutions informatiques, que ce soit hébergement et traitement de dossiers clients. On sait que ce deuxième type de sous-traitance est en croissance. Elle permet à des études de gérer parfois de manière plus efficace leur administration, les questions administratives, la gestion des dossiers. Ce que l'on voit aussi, c'est une forme de convergence entre ces 2 types de sous-traitants. Les sous-traitants classiques utilisant eux-mêmes de plus en plus d'outils informatiques, ce qui fait qu'on se retrouve avec des problématiques face de nouveau à un service comptable, par exemple, qui serait similaire à celle que l'on rencontre avec des sous-traitants techniques.
C'est encore le lieu de préciser un élément, c'est la notion de sous-traitance au regard du droit de la protection des données. La notion, on passe à vraiment une définition autonome de droit administratif. Elle se rejoint, cette notion, très largement avec celle d'auxiliaire en droit privé. Mais encore une fois, on a ici une définition propre. Le sous-traitant en droit de la protection des données, c'est le tiers qui traite des données personnelles, et évidemment le focus ici se fait sur la notion de données personnelles, qui traite des données personnelles pour le compte du responsable de traitement, pour prendre la nouvelle terminologie. S'agissant du secret professionnel et de la protection des données, il est important de rappeler que l'on est vraiment face, comme je le disais en introduction, face à deux sources de règles différentes qui chacune poursuivent leur propre objectif. Ça veut dire qu'on peut arriver à des solutions qui sont les mêmes au regard des deux corps de règles, mais ce n'est pas toujours le cas. Et les deux grandes questions classiques qui se posent notamment sous l'angle du secret professionnel et pas forcément, en tout cas pas de la même manière, sous l'angle de la protection des données, c'est d'une part la sous-traitance à l'étranger, le fait de faire appel à un prestataire informatique à l'étranger avec hébergement des données à l'étranger. Je rappelle qu'en principe, cette solution n'est pas autorisée. C'est sujet à discussion, on pourrait en parler en long et en large, mais il faut être, encore une fois, très prudent. Le deuxième cas qui est tout aussi compliqué, c'est le fait de faire appel à la filiale suisse d'un sous-traitant, en particulier américain. Ici aussi, on a un régime qui est délicat, qui est incertain. On pense notamment aux règles de droit américain qui relèvent du US Cloud Act et qui permettraient aux autorités américaines d'avoir accès à des données situées en Suisse par le biais de filiales de sociétés américaines. Donc là aussi, on a un risque non négligeable sous l'angle des règles sur le secret professionnel. Si on en vient maintenant à la protection des données, je vous propose ici, et j'imagine que la slide peut être plus ou moins lisible en fonction de la taille de votre écran, mais l'idée, c'est de vous présenter l'ancienne règle, enfin la règle qui est toujours en vigueur en matière de traitement de données par un tiers, c'est la colonne de gauche, sous l'égide donc de la LPD actuelle, et puis la sous-traitance dans la nouvelle LPD. Ce qu'il est intéressant de relever ici, c'est que sous l'ancienne, sous la LPD actuelle, pardon, le traitement de données par un tiers, c'était un article 10A qui n'avait pas véritablement de place très réfléchie dans la systématique légale. Si l'on regarde le nouvel article 9, sous-traitance, alors il a une place qui lui est vraiment propre, qui est réfléchie, et cette place se situe directement après l'article 8 consacré à la sécurité des données. Donc on voit bien vraiment que l'optique du législateur, lorsqu'il réfléchit à la sous-traitance, c'est une optique qui est vraiment très proche de celle de la sécurité des données. Et c'est ce dont on parlera essentiellement tout à l'heure. Ce que l'on peut également indiquer déjà à ce stade, c'est qu'encore une fois, la sous-traitance reste possible, en tout cas du point de vue de la protection des données, pour l'avocat. Ensuite, la question, ce sera de savoir plutôt comment on aménage véritablement ce régime de sous-traitance. Enfin, je vous propose toujours, dans le cadre de cette deuxième partie consacrée aux règles applicables, je vous propose quand même la disposition du RGPD, l'article 28, et ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est la longueur de la disposition en comparaison avec les dispositions tant actuelles que futures en Suisse. On voit que la disposition européenne est considérablement plus longue, plus détaillée, et cela implique évidemment un certain nombre de différences. Ce qu'on peut d'ores et déjà relever ici, c'est l'alinéa 3, où l'on voit qu'il y a toute une série d'exigences à respecter dans le contrat entre le responsable de traitement et le sous-traitant. C'est ce que l'on voit souvent en pratique sous la dénomination DPA, Data Processing Agreement, très présente dans l'Union européenne, où on a vraiment des clauses de plus en plus détaillées destinées encore une fois à gouverner l'activité du sous-traitant pour le compte du responsable de traitement. J'en passe maintenant aux exigences, vraiment au cœur du sujet, aux exigences réglementaires qui doivent être respectées par le responsable de traitement en lien avec de la sous-traitance. Et on se posera la question sur cette base, finalement, de savoir qu'en est-il pour l'avocat. Alors, vraiment, l'aspect cardinal qui ressort de la LPD, et là, je vous indique le texte en résumé de la nouvelle LPD, on vous dit que
le responsable de traitement doit faire appel à un sous-traitant qui est en mesure de garantir la sécurité des données. C'est vraiment ça l'élément central une fois qu'on est dans une situation dans laquelle la sous-traitance est autorisée, ce qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, est le cas pour l'avocat. Vraiment, quelle est l'obligation centrale à respecter? C'est le fait que le sous-traitant soit en mesure de garantir la sécurité des données. Si l'on met cette règle, cette exigence en perspective avec la disposition précédente, je vous disais tout à l'heure que c'est une disposition qui concerne la sécurité des données, on vous dit en substance que les mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être adoptées. On vous dit aussi que la sécurité doit être adéquate par rapport aux risques encourus. Donc, ce qui apparaît véritablement ici, c'est qu'on a une concrétisation du principe de proportionnalité et donc que l'on doit toujours réfléchir à la question de la protection des données personnelles, encore une fois par rapport aux risques encourus. On retombe sur une discussion qu'on a déjà eue dans le cadre des sessions précédentes, c'est dans le fond quel est le niveau de ce risque par rapport aux activités de l'avocat. Et puis là, je crois que ça a été relevé aussi à plusieurs reprises. Dans le fond, l'avocat n'est pas une société Internet, donc on n'est pas face à ce type de risque-là, de traitement de données en masse. En revanche, on a des données qui peuvent être sensibles, voire extrêmement sensibles. Et dans cette perspective, le risque peut être considéré en principe comme important, ce qui va donner lieu à des exigences accrues au niveau des principes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avocat? Concrètement, c'est la slide suivante. À mon avis, on peut vraiment résumer les exigences pour l'avocat sous l'angle du premier carré que je vous propose. Pour moi, ce qui est vraiment central, et c'est comme ça que je comprends en tout cas la protection de la LPD à l'heure actuelle, c'est vraiment le choix et l'instruction du sous-traitant. Alors, ça amène deux réflexions. Alors, on pourrait en parler en long et en large, mais essentiellement deux réflexions dans le cadre de ces quelques minutes qui me sont attribuées. La première chose, c'est on dit choix et instruction, mais pas forcément contrôle. À mon avis, encore une fois, si l'on sélectionne et que l'on instruit un prestataire spécialisé, l'avocat n'a pas forcément, lui, les compétences de contrôler, je pense en particulier à des prestataires informatiques, n'a pas les compétences de contrôler véritablement l'activité du sous-traitant. Alors, contrôler, après, il faut voir ce que l'on entend par là, en tout cas pas de réaliser des audits techniques chez le sous-traitant. En revanche, on peut solliciter le sous-traitant de manière assez régulière sur toute une série de points et en réalité, on est proche à ce niveau-là de l'instruction. Je dirais la frontière n'est pas forcément toujours extrêmement nette. Ensuite, deuxième considération sous l'angle de l'instruction, c'est dans le fond comment faire pour l'avocat qui n'est pas un spécialiste informatique pour instruire un sous-traitant qui lui est spécialisé. Alors, on peut évidemment exiger de l'avocat, avec le temps qu'il passe, qu'il maîtrise quand même quelques éléments minimaux d'informatique et qu'il attire l'activité du sous-traitant sur ce qui est important pour lui. Ce qui, à mon sens, est encore plus important, c'est vraiment que l'avocat insiste sur la particularité de son activité, la particularité du secret qui s'applique à lui, pour vraiment faire prendre conscience au sous-traitant des obligations, des exigences accrues en ce qui concerne la profession. Et puis alors, à cet égard, je dirais que c'est particulièrement important dans l'hypothèse où un avocat ou une étude d'avocat ferait appel à un sous-traitant qui n'est pas un sous-traitant spécialisé dans les activités d'études d'avocat ou pour des banques ou d'autres professions soumises au secret. Dans ce cas-là, on constate que le sous-traitant est moins sensibilisé, voire pas sensibilisé aux questions du secret. Et là, je pense que l'avocat aura des efforts supplémentaires à faire pour bien d'instruire son sous-traitant sur ces questions. Concrètement, en termes ensuite de mesures par le sous-traitant, on va avoir deux catégories de mesures, les mesures techniques et les mesures organisationnelles. Là, j'en ai listé quelques-unes, on retrouve des choses assez classiques en matière informatique. De nouveau, je pense que ce qu'il est important de faire pour l'avocat, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il a besoin de mesures particulières. Alors, je prends un exemple, c'est le premier qui apparaît à gauche, c'est la question du backup. Je pense qu'un avocat qui traite donc des données couvertes par le secret doit vraiment insister auprès de son sous-traitant
pour que les données soient dupliquées ou en tout cas qu'il y ait des systèmes de backup suffisants pour pas qu'elles risquent d'être totalement perdues, notamment en cas d'attaque de tiers. Tout prestataire informatique qui a l'habitude de travailler avec des professions soumises au secret trouvera que c'est une évidence. Pour d'autres prestataires, en revanche, c'est des questions qui ne vont pas nécessairement de soi. Dans les quelques minutes qui restent, j'en viens à la question du sous-traitant et quelles sont ses obligations. En réalité, c'est un peu le reflet de ce dont on vient de parler. Un point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de notion d'aide dans la LPD. Il n'y a pas de notion d'aide. Et pourquoi est-ce que je relève ce point? C'est parce que dans le RGPD, cette notion d'aide est vraiment centrale. Le RGPD considère que le sous-traitant doit être proactif vis-à-vis du responsable de traitement pour l'aider à respecter la protection des données. Le législateur en Suisse n'a pas véritablement suivi cette approche. Il a certes prévu explicitement, c'est ce que vous avez dans le carré de gauche, un devoir d'information du sous-traitant en cas de violation de la sécurité des données. En revanche, pour tout ce qui est de l'aide à donner en cas, par exemple, de requête d'accès de personnes tierces, le point qu'abordait Philippe Fischer tout à l'heure, ou en cas, question vraiment importante en pratique, en cas de migration, de réversibilité des activités, dans ce cas-là, il n'y aura pas véritablement d'obligation d'aide du sous-traitant, ce qui signifie que, dans le fond, la protection des données présente des limites qu'on peut regretter, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, le droit des contrats retrouve tout son intérêt ici pour venir suppléer à ces situations qui doivent véritablement être abordées en pratique. Cela m'amène à quelques dernières réflexions. Alors, vous l'avez compris, pour moi, il y a vraiment 3 points qui sont essentiels. Le premier, c'est évidemment de comprendre les exigences réglementaires qui s'appliquent à l'avocat. Le deuxième point, c'est un point qui est plutôt pratique, je dirais. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les problèmes arrivent toujours plus avec l'informatique. La question, ce n'est pas tellement de s'affoler lorsqu'un problème arrive, c'est de voir dans quelle mesure on parvient avec les sous-traitants à surmonter les problèmes, dans quelle mesure les problèmes pouvaient être anticipés et les risques mitigés. Donc, on va plutôt basculer, et c'est l'objet de mon 3e point, on va plutôt basculer dans une logique, je l'espère en tout cas, de vision de la sous-traitance comme une opportunité. Et cette vision est tout à fait compatible avec le droit de la protection des données. Dans le fond, faire appel à un sous-traitant peut être une opportunité pour régler une série de problèmes que l'avocat ne serait pas forcément en mesure d'aborder seul. Donc, on peut aussi voir la sous-traitance non pas tellement comme un risque pour l'avocat, mais vraiment comme une solution en comparaison, notamment pour les questions informatiques où l'avocat ou l'étude d'avocat se retrouverait à gérer seul des questions techniques qui sont toujours plus complexes. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Merci, Adrien. On arrive maintenant à la séance de questions-réponses. Et je me permets de poser une question à Philippe qui nous a rappelé à juste titre cette notion large de données personnelles et peut se poser la question de savoir est-ce que les timesheets concrètement constituent des données personnelles et alors est-ce qu'un ancien employé d'une étude d'avocat peut exercer le droit d'accès pour avoir accès concrètement au timesheet qu'il a effectué dans cette étude. Merci Célian. C'est effectivement une question difficile que j'aimerais peut-être subdiviser de plusieurs manières en fonction des caractéristiques du requérant. Le premier requérant possible, c'est évidemment le client, parce que dans les timesheets, il y aura peut-être des données personnelles afférentes au client. Et c'est vrai que le client, lui, bénéficie principalement du droit du mandat de l'article 400 CO, plus les obligations professionnelles de l'avocat, notamment l'article 12, lettre I LLCA, pour obtenir l'accès à des informations de type timesheet. Et ça a été rappelé encore dans un arrêt relativement récent du tribunal fédéral, l'arrêt 2C _ 314 2020, je répète 2C _ 314 2020, où alors même qu'il y avait eu un accord, semble-t-il, entre le client et l'avocat pour une rémunération de type forfaitaire, le client a néanmoins pu avoir accès à des données type horaire par rapport au travail réalisé par l'avocat. Quand le requérant est le client,
À mon avis, ce sera principalement la base de l'article 400 CO qui pourra être utilisée, mais c'est vrai que l'article 8 LBD pourrait avoir une certaine pertinence dans ce contexte-là aussi, mais je ne pense pas que là, il y a une réelle valeur ajoutée, si j'ose dire, par rapport au LPD, par rapport à LPD. Ensuite, prochain requérant possible, c'est effectivement l'employé, respectivement l'ex-employé, parce que l'employé actuel, il aura probablement accès d'une manière ou d'une autre, quoique, mais surtout l'ex-employé. Et ça, évidemment, c'est une question beaucoup plus délicate. Mes observations seraient que on peut peut-être essayer d'argumenter que ces informations-là sont des informations purement internes, comme on les appelle, ou à donner, ou des informations purement liées à l'activité en tant que telle de l'étude d'avocat, et donc elles ne seraient pas soumises à une requête d'accès sur la base de l'intérêt privé prépondérant du responsable de traitement. Je suis très sceptique, franchement, sur cette argumentation-là, mais elle est en tout cas théoriquement envisageable. Sinon, c'est vrai qu'il est difficile de trouver un moyen de s'opposer à une telle requête d'accès, mais évidemment, et je pense que c'est ça qui est le plus important, d'une part, on pourra sans doute prendre la position qu'on a accès à des données et pas nécessairement à des documents, et d'autre part, évidemment, ces informations qu'on donne aux requérants devront être soigneusement caviardées et analysées pour éviter de violer un secret ou des obligations en matière de protection des données qu'on a à l'égard des personnes dont le nom apparaît. Et donc, de prime abord, pour moi, si un ex-employé demande à avoir accès à des informations de type timesheet et qu'on n'arrive pas à s'y opposer sur la base d'une argumentation fondée sur les documents internes, dans ce cas-là, je pense qu'on peut lui fournir l'information, mais évidemment en retirant le nom tant de tous les clients qui apparaissent dans ces documents que les noms de parties tierces aussi qui apparaissent dans ces documents. Et enfin, troisième type de requérant, et ça c'est peut-être encore plus compliqué, c'est le tiers. On peut même imaginer, en théorie en tout cas, que la partie adverse fasse une requête d'accès pour avoir accès à des données personnelles qui sont traitées par l'avocat. Là, à mon avis, j'ai l'impression en tout cas que l'intérêt privé prépondérant d'un tiers, mais pour le coup, le tiers, ce sera le client et puis pas forcément le tiers qui formule la requête, si j'ose dire, dans ce cas-là, devrait, à mon avis, quand même s'opposer à la communication des informations ou en tout cas la limiter très, très fortement pour finalement arriver à une situation où la requête d'accès, elle porte finalement que sur les données en tant que telles, donc répondre en disant « je traite effectivement le nom et le prénom de telle et telle personne », mais pas aller au-delà. Je pense que c'est assez important et c'est une tendance qu'on constate dans l'Union européenne de plus en plus et j'espère qu'elle va aussi se répercuter en Suisse. Il y a assez peu de sympathie de la part tant des autorités de contrôle que des tribunaux pour des requêtes d'accès qui s'apparentent plutôt à des phishing expeditions ou des actions en reddition de compte. On voit que les autorités de contrôle, parce que souvent les personnes concernées se disent le responsable de traitement ne me répond pas, donc j'écris à l'autorité de contrôle, donc à l'équivalent du préposé, par exemple la CNIL en France, qui, je l'espère, forcera le responsable du traitement à répondre. Et là, on voit une grande réticence des autorités de contrôle à se laisser instrumentaliser dans le cadre de ce type de litige. Et on voit aussi les tribunaux, et l'exemple allemand que j'ai cité dans mes slides tout à l'heure montre aussi qu'il y a une certaine volonté de revenir un tout petit peu en arrière par rapport à certains excès qu'il y a eu par le passé et de se rappeler que la requête d'accès, elle a pour but de savoir comment les données personnelles de la personne concernée sont traitées et pas à se substituer à d'autres moyens de récolte de preuves. Voilà. Merci Philippe de cette réponse très complète. Je vois qu'une participante a levé la main et donc je lui cède tout de suite la parole. Elle peut en principe activer son micro si elle veut prendre la parole. Si tel n'est pas le cas, je vais prendre une des questions qui est dans le module questions-réponses. Et là, je me tourne vers Adrien. Personne prend l'exemple, si elle délègue une partie de son mandat à un confrère d'une autre étude et que cette étude subit une perte de données, dans quelles circonstances est-elle en faute au regard de la LPD? Peut-être plus généralement se pose alors la question de la responsabilité du responsable de traitement en cas de sous-traitance. Ouais, je crois que c'est une excellente question et Célian, je te remercie de la généraliser parce que la question effectivement est plus générale que cela.
Je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, même dans l'hypothèse où on a respecté absolument toutes les exigences comme responsable de traitement, toutes les exigences en vue de la sous-traitance. Je pense que de manière générale, une autorité aurait de la peine à considérer que le responsable de traitement n'est précisément pas responsable des actes du sous-traitant. Et ici, on est vraiment en train de parler de la responsabilité administrative ou quasi pénale en fonction de la qualification des sanctions. Un élément qui va dans ce sens, si on regarde notamment les décisions qui ont pu être rendues à l'étranger, notamment en France, on voit, par exemple, pour reprendre l'exemple de la CNIL, que très souvent, elle dit « Oui, effectivement, vous, responsable de traitement, vous avez bien choisi votre sous-traitant, vous lui avez donné toute une série d'instructions, c'est très bien, mais vous auriez pu encore faire ceci et vous ne l'avez pas fait et pour cette raison, vous restez responsable, typiquement en cas de data breach ou d'autres manquements au regard de la protection des données. » Donc, encore une fois, il est évidemment nécessaire de se conformer aux exigences, mais je pense que ce sera assez difficile d'échapper à une responsabilité. Pour prendre le cas plus spécifique des avocats, qui est un bon exemple, et puis surtout c'est une pratique qui se fait vraiment très couramment, je pense effectivement qu'il faut faire attention aux confrères avec lesquels et consoeurs avec lesquels on travaille. Il faudrait effectivement toujours s'assurer que l'étude à laquelle on délègue un mandat ou une partie d'un mandat a bien mis en place les mesures nécessaires sous l'angle notamment des mesures techniques et organisationnelles sous l'angle de la protection des données. Ça me paraît assez indispensable, effectivement. Et est-ce que je peux rebondir sur cette question pour se demander justement, lorsqu'on délègue à une autre étude, est-ce qu'on est dans un cas de sous-traitance ou est-ce qu'éventuellement on peut voir une co-responsabilité, une responsabilité conjointe des études d'avocats, des avocats qui travailleraient ensemble sur un mandat? Alors, c'est juste, alors il y a peut-être deux choses à distinguer. Effectivement, est-ce que c'est sous-traitance ou est-ce qu'en réalité il y a co-traitement de données? Et puis ça dépendra de la manière dont le mandat est organisé et de la relation aussi avec le mandant principal. Donc ça peut varier. Dans les deux cas, en tout état, on peut arriver à une situation de responsabilité, qu'il y ait un cas de co-traitement en réalité ou un cas de sous-traitance. Parce qu'on rappelle que finalement, l'étude qui se voit déléguer un mandat ou une partie d'un mandat, qu'elle soit co-responsable ou sous-traitant, elle fait face à des obligations qui sont très largement similaires et je pense qu'on arrive à peu près à des solutions équivalentes en cas de manquement au droit de la protection des données. Merci de cette précision, Adrien. Et maintenant, je me retourne vers Philippe avec une question de Dr Jérôme Burtner. Comment concilier la requête d'effacement ou de destruction des données personnelles d'un client avec les obligations ultérieures de l'avocat de vérifier les conflits d'intérêts? Philippe, ton micro est désactivé. On ne t'entend pas encore. Voilà, désolé. Oui, excellente question aussi qui sort peut-être un tout petit peu du champ des exposés, mais qui malgré tout évidemment est tout à fait pertinente et qui pour moi pose la question de se dire mais finalement, il n'y a pas que la LPD. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une certaine agitation autour de ces questions de protection des données et beaucoup de choses se passent. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une certaine prise de conscience au sein des entreprises de manière générale et aussi des entreprises comme les nôtres, des études d'avocats sur ces questions-là. Mais évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'autres normes qui continuent à s'appliquer. Et un exemple, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que lorsqu'on répond à une requête d'accès d'une personne, évidemment, cette réponse ne doit pas en elle-même conduire à une violation du secret professionnel parce que, par hypothèse, on révélerait des informations qui sont couvertes par un secret autre que celui qu'on doit au requérant dans le cadre de la requête d'accès. Et je crois que la question qui a été posée, qui est tout à fait légitime, va un peu dans le même sens. C'est que les obligations en matière de destruction de données personnelles, c'est un peu ce fameux droit à l'oubli dont on parle beaucoup, qui existe déjà sous la LPD actuelle et qui continuera à exister sous la future LPD, doit évidemment pas, d'une certaine manière, empêcher le respect d'autres obligations à charge des avocats. Et donc, typiquement, dans un scénario où une personne ou un client ou ex-client demande non seulement fait une requête d'accès, mais demande en plus la destruction de toutes ces données, je pense que par rapport à ce genre de scénario, il faut répondre à cette personne en disant oui, nous allons détruire vos données conformément à votre requête sous réserve des obligations, de nos propres obligations qui nous forcent à conserver un certain nombre d'informations. Et ces obligations peuvent être des obligations de nature déontologique pour le respect du conflit d'intérêts,
elles peuvent être de nature type code des obligations pour la conservation et les obligations d'archivage, même si celles-là, souvent, à mon avis, elles peuvent être réalisées sans conserver des données personnelles, en tout cas de clients, très largement en tout cas, voire, et ça concerne peut-être ceux d'entre nous qui sont des intermédiaires financiers, les obligations en matière de LBA, qui prévoient aussi des délais de 5 ans ou de 10 ans de conservation d'un certain nombre d'informations. Donc, oui, devoir de détruire les données personnelles, mais à moduler évidemment en fonction des autres obligations qui continuent à s'appliquer. Et pour rebondir sur le point que Déborah faisait tout à l'heure dans le cadre de l'obligation d'information qui porte aussi sur les droits des personnes concernées, il peut être opportun de rappeler aussi dans la notice en matière de protection des données que ces droits-là, par exemple le droit à l'oubli, s'exercent dans un cadre réglementaire applicable à l'avocat. Et donc, ce n'est pas des droits absolus, mais qui peuvent être limités par d'autres obligations. Et peut-être qu'on veut déjà le rappeler dans la privacy notice pour pas nécessairement susciter des attentes démesurées. Je te remercie, Philippe, de cette réponse. Et nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Et je cède tout de suite la parole à Maître Fabien Gillot, président de la commission de formation permanente, pour des mots de clôture. Merci. Merci Célian. Non, rapidement, merci beaucoup de votre participation. Merci également à tous les intervenants pour l'intervention. Leurs slides seront bien évidemment à disposition de tout le monde. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire s'agissant de la protection des données dans les études d'avocat. Merci également à Sion d'avoir modéré ce webinaire et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bonne journée à tous. Au revoir.